Nous avons commencé à fermer des bases au nord. Nous allons donc progressivement fermer, dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois, les bases qui sont présentes au Mali. Le retrait de la France du Mali est l'épilogue d'une crise diplomatique qui a commencé en juin 2021 avec la décision annoncée par le président Macron de la fin de Barkhane. À l'époque, les autorités maliennes ont estimé que c'était une décision unilatérale, qu'elle n'avait pas été consultée, et le premier ministre malien, Choguel Maïga, a même parlé d'un abandon en plein vol. Donc, à partir de là, une surenchère verbale a commencé entre la France et le Mali qui s'est poursuivie à l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'en septembre, le Premier ministre malien a accusé la France d'abandon. Le président Macron, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le ministre des Armées, la ministre des Armées Florence Parly ont répondu. Donc on est allé dans une sorte de surenchère verbale avec des échanges, des propos qui sortent carrément du registre diplomatique. Et en octobre 2021, les Maliens ont convoqué l'ambassadeur de France à Bamako pour lui faire part de leur colère, en tout cas de leur désapprobation de certains propos qui ont été tenus à Paris. Et la crise a continué avec un nouvel épisode lorsque la France a accusé le Mali d'avoir fait venir le groupe de sécurité russe Wagner. Là aussi, il y a eu des échanges et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait accusé la dirigeante malienne d'irresponsabilité, d'illégitimité, et les Maliens ont procédé le 31 janvier 2022 à l'expulsion de l'ambassadeur de France du Mali. Ils lui ont donné 72 heures. Et après cela, il y a eu d'autres épisodes. Il y a eu un dernier épisode qui est l'interdiction par les autorités maliennes du déploiement des forces spéciales danoises dans le cadre de l'opération Takuba. Et ça, c'est venu s'ajouter à la crise diplomatique. Et à partir de là, la France a estimé qu'il y avait beaucoup d'entraves à sa présence militaire au Mali, à la présence militaire des forces européennes. Et on redoutait, on savait presque que la décision de retrait allait se faire. L'inconnu était quand est-ce qu'elle allait être annoncée. Et finalement, le président Macron l'a annoncé hier. Il a annoncé la décision de retirer les forces françaises et les forces européennes. Cette décision, pour prolonger la question, ouvre une période d'incertitude dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Parce que, comme on sait, le Mali, c'est l'épicentre. C'est là-bas que les choses ont commencé. Et on pensait que c'est là-bas qu'elle allait s'achever. Maintenant, en partant du Mali pour se redéployer au Niger et dans d'autres pays de la sous-région, on n'a pas la garantie que la lutte va être plus efficace. Parce que les groupes djihadistes sont principalement au Mali, au nord du Mali, au centre du Mali, dans d'autres régions du Mali. Et aujourd'hui, le fait de partir du Mali, non pas parce qu'on estime que le travail de lutte contre le terrorisme a été fait, mais parce que la France a de mauvaises relations avec la junte, ça ouvre une période d'incertitude. Au moment même où les groupes djihadistes, après avoir presque conquis le Sahel, étaient en train de partir vers les pays du Golfe de Guinée. Le Bénin a été attaqué 3 fois, dont une attaque en février qui a fait une dizaine de morts. La Côte d'Ivoire a été attaquée 4 fois. Il y a eu une tentative au Togo. Donc les groupes djihadistes sont dans cet agenda et c'est en ce moment que cet épisode se produit et ça ouvre vraiment une phase d'incertitude, une période où on ne sait pas ce que la lutte contre le terrorisme sera. Vous avez raison de souligner, et c'est un élément important. Il y a eu une déception de la part de la présence militaire française. Il y a eu 2 périodes. Il y a eu la première période, celle de Serval, au moment où la France est intervenue en janvier 2013 pour arrêter la progression des djihadistes qui étaient partis du nord et qui voulaient peut-être venir vers la capitale, en tout cas qui étaient stoppés à Kona. Ensuite, à partir de août 2014,
Serval est devenu Barkhane, avec pour ambition de lutter contre le terrorisme dans l'ensemble de la bande sahélienne, qui est à peu près 5 fois la France, la superficie de la France. La France faisant 560 000 km², c'est à peu près 5 fois la France, le terrain que Barkhane devait conquérir. Donc il y avait une difficulté, et cette difficulté faisant, on n'a pas obtenu de résultats au bout de 8 ans, au bout d'une présence qui a duré 8 ans et qui a coûté 8 milliards d'euros, qui a coûté la vie à 53 soldats. On n'a pas vu la valeur ajoutée de ce déploiement. C'est ça qui a créé la déception entre la présence militaire française et les opinions sahéliennes, au point où on a vu récemment un convoi de l'armée française qui a été intercepté à Kaya au Burkina Faso, ensuite qui a été intercepté à Terra au Niger, dans le nord-ouest, où il y a même eu un affrontement entre les jeunes qui voulaient empêcher la progression du convoi et le convoi, et il y a eu 3 Nigériens qui étaient décédés. On n'a pas encore de détails sur les circonstances. Donc, il y a eu ce divorce entre la présence militaire et l'opinion. Aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Et les autorités maliennes parlent de coopération bilatérale russe, les autres parlent de mercenaires de Wagner. Donc, on ne sait pas très bien quels vont être les remplaçants véritables de la France. Mais le sentiment qu'on a, c'est que les Maliens ont anticipé, ils se sont préparés. Compte tenu de mauvaises relations compte tenu de mauvaises relations avec la France, et compte tenu de la dégradation, ils se sont mis à chercher des partenaires. Pour eux, peut-être que la rupture va venir, et les partenaires là, ils ont regardé du côté de la coopération russe. Ce qu'on sait, c'est que la Russie leur a fourni du matériel, notamment des avions MiG, et notamment du matériel de renseignement. Et puis, il y a une partie, en tout cas, qui sont des instructeurs, sans doute, de la Russie, et une partie qui sont peut-être des mercenaires de Wagner. Maintenant, on attend de voir si ça va être efficace. Moi, personnellement, j'en doute. Là où une armée comme celle de la France n'a pas pu éradiquer le terrorisme en 8 ans, je ne suis pas sûr que des mercenaires qui n'ont pas autant de moyens, qui n'ont pas d'aviation, qui n'ont pas de services de renseignement très spécialisés, peuvent faire mieux que la France. Mais ça, c'est une sorte de pronostic. On va voir ce que le temps fera. Ces armées-là n'ont pas été préparées à ce type de guerre. Elles ont été formées pour des guerres classiques, dans des écoles de guerre, dans des écoles d'état-major. Mais on est dans une guerre asymétrique au Sahel, avec un ennemi qu'on ne voit pas, ou qu'on voit qui échappe, qui fuit, etc. Qui n'est pas dans la confrontation ou qu'on apprend dans les écoles de guerre. Donc, il y a cette difficulté première. Et à cette difficulté est venue s'ajouter notamment la faiblesse. Et le problème n'est pas la combativité de ces armées-là. Les militaires français eux-mêmes disent, lorsqu'on va au combat avec eux, on voit leur combativité, on voit leur détermination à réussir sur le plan opérationnel. Maintenant, il y a la faiblesse de l'équipement. Pendant longtemps, souvent dans certains pays, les régimes ont eu peur des armées en disant que si elles sont trop bien formées, trop bien équipées, elles vont faire le coup d'État. Donc il y a cette dimension. Et puis, il y a aujourd'hui, c'est difficile de faire un classement, mais par exemple, l'armée tchadienne a montré un aguerrissement en 2013. Elle était aux côtés de l'armée française pour faire le combat. Après, dans le bassin du lac Tchad contre Boko Haram, le Tchad a envoyé son armée pour soutenir le Niger, pour soutenir le Nigeria même, pour soutenir le Cameroun. Voilà, donc il y a une sorte d'aguerrissement, une sorte d'expérience de la part de l'armée tchadienne qui est incontestable. L'armée nigérienne aussi a fait preuve d'une certaine efficacité, puisque à aucun moment le territoire n'a été occupé par les djihadistes. Donc, l'armée, au niveau du Burkina Faso, il y a eu une sorte d'effondrement très facile, parce que le Burkina a été le dernier pays attaqué par les djihadistes, parce que c'est en 2015 seulement que les djihadistes ont commencé à attaquer le Burkina. Entre 2015 et aujourd'hui, les djihadistes ont presque occupé, en tout cas, ils ont porté leur action sur au moins 2/3 du territoire. Donc, il y a eu des problèmes opérationnels, des problèmes d'équipement qui ont fait que la résistance en face n'a pas été très bonne. Quant au Mali, on sait que le Mali a subi son armée, ses forces armées, ses forces de défense et de sécurité se sont retrouvées dans une difficulté particulière parce qu'elles devaient faire face à la fois à la rébellion Touareg
et au groupe djihadiste. La rébellion Touareg a commencé en 2012 et les groupes djihadistes aussi sont venus profiter. Donc l'armée a eu beaucoup de difficultés, elle a été déstructurée, elle a eu beaucoup de difficultés. Par contre, la Mauritanie a mis en place, le 5e pays du G5 Sahel, a mis en place une stratégie qui lui a permis de contenir la menace djihadiste au point où, depuis 10 ans, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Mauritanie. C'est à la fois parce qu'ils ont joué sur la prévention, ils ont joué sur comment l'utilisation des chefs religieux pour porter un discours qui permet de déconstruire la stratégie de groupe djihadiste. Donc, voilà un peu un état de lieu de forces de défense et de sécurité de la région.